Aux États-Unis, la recherche a un temps d'avance. Sous la houlette du professeur Brian Degenhardt, l'équipe du laboratoire de l'université Andrew Taylor Still à Kirksville mène déjà des études qui prouvent l'efficacité des traitements ostéopathiques. Grâce à des mesures en 3 dimensions, les chercheurs mettent en évidence l'effet des manipulations manuelles sur les fonctions du corps. C'est une première. Souvent, les ostéopathes recherchent des dysfonctionnements somatiques, c'est-à-dire des points où le corps n'est pas aussi mobile qu'il le devrait. Cette étude nous permet d'objectiver cette démarche et d'analyser comment le traitement influe sur la mobilité du corps. On visualise par exemple les déséquilibres dans la répartition du poids sur les pieds, qui sont fréquents, ou encore le mouvement des épaules et des hanches quand le patient marche. On peut ainsi quantifier les effets du traitement et comparer le résultat à la situation initiale. La médecine conventionnelle a cependant une grande critique à adresser à l'ostéopathie. Beaucoup d'études ne sont pas evidence-based, c'est-à-dire pas étayées par des preuves scientifiques. Dans les études pharmaceutiques, un groupe témoin se voit administrer un placebo, une substance dépourvue de principe actif. Mais en ostéopathie, à quoi pourrait ressembler un traitement factice? Malheureusement, nous avons hérité d'un modèle d'étude qui vient de l'industrie pharmaceutique, dans lequel on peut tester en aveugle l'effet d'une intervention sur le patient. Or, c'est impossible quand on interagit directement avec les personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'evidence-based medicine, c'est un obstacle à la progression. C'est-à-dire que quand on se base que sur la preuve pour avancer, eh bien, on finit par être bloqué. C'est-à-dire qu'on ne fait que ce qui est prouvé et on n'avance jamais dans ce qui n'est pas prouvé. Donc l'ostéopathie n'est pas capable à l'heure actuelle, et je ne sais pas si elle le sera un jour, de suivre ça. Malgré cela, l'engouement pour l'ostéopathie va croissant et bon nombre de patients font ce choix précisément parce que la médecine conventionnelle ne parvient pas à les soulager. C'est le cas de Julia Rive, qui souffre de migraines depuis des années. Il y a toujours une phase préalable à la migraine. J'ai légèrement mal à la tête, je sens des raideurs et j'ai la nausée. Ça peut s'accentuer en fonction de la météo. Quand le temps change et qu'arrivent les beaux jours, l'été, je sombre vraiment dans la migraine. À ce moment-là, j'ai besoin d'aide et de soutien. Je suis complètement sonnée. La jeune femme a consulté de nombreux médecins, en vain. J'ai testé différents médicaments, mais je n'ai pas trouvé d'antidouleur vraiment efficace. Julia Rive est une amie de Miriam Keitel. Notre ostéopathe fraîchement diplômé lui propose de l'examiner. Ça me fait mal à l'avant et à l'arrière du crâne, mais surtout à l'avant. Et parfois, je bascule dans une migraine beaucoup plus intense. Comme tous les symptômes, le mal de tête peut être le signe d'un déséquilibre présent ailleurs dans le corps. Employant la méthode viscérale, Miriam Keitel examine les organes internes par palpation. Elle soupçonne que l'origine des migraines se loge à cet endroit. Ton foie mérite qu'on s'y arrête. J'ai l'impression que le sang veineux ne peut pas remonter par là où il devrait et qu'il cherche à faire un détour. Ça ne veut pas dire que tu as un problème au foie, mais il y a beaucoup de tension à ce niveau. Les maux de tête sont souvent dus à une mauvaise irrigation du cerveau, un organe alimenté en oxygène par 4 vaisseaux sanguins principaux. En cas de tension trop intense dans les fascias et le réseau vasculaire, le sang se trouve ralenti, ce qui enclenche des douleurs.
5 mois et 4 séances d'ostéopathie plus tard, Julia Rive sent une amélioration. Les jours de grand soleil, elle n'éprouve plus le besoin de se retrancher dans le noir. Quand on souffre de migraine, on n'a qu'une envie, c'est qu'elles disparaissent et ne reviennent jamais. Pour l'instant, j'ai toujours des migraines, mais il y a clairement un mieux. Les maux de tête sont moins prononcés et j'ai aussi moins la nausée. Je peux m'en accommoder dans mon quotidien. J'ai envie de persévérer et de faire quelques séances de plus. À chaque fois, je sens que les choses se remettent en mouvement et se réajustent. J'ai bon espoir de pouvoir encore améliorer un peu ma situation. Rendre visible le travail des mains des ostéopathes a longtemps été une gageure. L'élastographie à ultrasons permet désormais de visualiser en couleur les tissus conjonctifs situés sous la peau, les fascias. Si vous avez déjà fait une escalope panée, vous connaissez les fascias. C'est cette membrane blanche qu'on enlève parce qu'elle est trop filandreuse et trop dure pour être mâchée. L'organisme humain est parcouru d'un réseau de fascias. Pendant des siècles, la science a sous-estimé leur importance, alors qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement des muscles. Ils relient et solidarisent toutes les structures du corps, muscles, mais aussi organes, nerfs et vaisseaux sanguins. Lorsqu'ils sont durablement tendus, ils entravent les mouvements et l'irrigation sanguine du corps. Stefan Dennenmoser a consacré sa thèse à ces tissus conjonctifs si particuliers. Il est convaincu qu'un traitement ostéopathique permet de détendre les fascias du dos. Lorsqu'ils apparaissent en bleu, c'est qu'ils sont tendus. Cette zone du corps est douloureuse pour beaucoup de patients. On a l'impression que je ne fais rien là, mais c'est le principe fondateur de la fasciathérapie. On travaille très lentement. On sent les tissus qui fondent sous la pression des pouces. Le beurre serait peut-être une bonne comparaison. Quand on appuie dessus, il cède petit à petit. Les fascias, dotés de récepteurs nerveux, transmettent aussi les moindres mouvements du corps au cerveau. À eux seuls, ils forment un organe sensoriel. Après la séance, les zones auparavant en bleu apparaissent désormais en vert, preuve que les tensions ont diminué. La recherche sur les fascias nous a remotivés. On peut maintenant objectiver par des données chiffrées certains phénomènes qu'on sentait auparavant sous nos mains et pour lesquels on avait déjà élaboré des modèles explicatifs. D'un point de vue scientifique, il n'est plus possible de nier qu'il se produit quelque chose au niveau de ces tissus. Malgré ces avancées importantes, les détracteurs de l'ostéopathie restent sceptiques. Ce type de résultat ne suffit pas. Il faudrait savoir si, à l'issue du traitement, le patient souffre moins, retourne plus rapidement au travail et récupère une meilleure mobilité. Il faut centrer les études là-dessus et ne pas se limiter à quelques cas isolés, mais interroger beaucoup de patients. Bien sûr, nous aimerions mener des études sur des cohortes plus importantes, mais tout dépend du financement de nos recherches. En médecine, la plupart des études bénéficient de financements extérieurs. Toutes ne sont pas commanditées par le secteur pharmaceutique, mais dans la plupart des cas, il y a des moyens privés derrière. En ostéopathie, on n'est pas soutenu par les fabricants d'endoprothèses ou les laboratoires pharmaceutiques, puisqu'on n'utilise que nos mains. Jürgen Grasmuck parle d'expérience, car il a fait des études de médecine avant de se former à l'ostéopathie. À la tête d'un centre de convalescence à Bad Soden, non loin de Francfort, il traite notamment des patients qui viennent d'être opérés du genou ou de la hanche. Sa clinique de rééducation propose des séances de kinésithérapie classique, mais le docteur Grasmuck emploie aussi l'ostéopathie. En tant que médecin, on est toujours un peu focalisé sur la maladie et les douleurs locales.
Pour dire les choses simplement, j'ai appris à regarder un peu plus loin que le bout de mon nez. La médecine manuelle peut aussi être un plus pour la cicatrisation. Je ne mets pas les pieds dans le plat en imposant l'ostéopathie. Je dis, on peut traiter le problème avec la médecine conventionnelle, prendre en charge la douleur, faire de la kiné et peut-être opérer. Mais il y a une autre possibilité. Pour Jürgen Grasmuck, cette complémentarité entre médecine conventionnelle et ostéopathie est une richesse. Je ne suis plus un médecin qui soigne exclusivement par la médecine. Je garde une vue d'ensemble et je traite par l'ostéopathie. Selon moi, les deux approches se complètent à merveille. Ce qui est un peu difficile, c'est de trouver des patients ouverts à cette démarche thérapeutique, car c'est un préalable indispensable. Les patients doivent adhérer à cette forme de traitement et être prêts à écouter les signaux que leur envoie leur corps. Il y a quelques semaines, Marla, 11 ans, a ressenti des douleurs dans la nuque. Sa mère a noté qu'elle tenait sa tête curieusement. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir mal. Je fais souvent des mouvements comme ça. Je hausse un peu les épaules et je fais ça. J'ai l'impression que quelque chose se relâche, que je bouge mieux la tête. Mais au bout de quelques secondes, la sensation revient. Du coup, c'est sans fin. Je remue tout le temps la nuque et ça craque même parfois. La mère de Marla a déjà fait confiance pour elle-même à l'ostéopathie. Plutôt que d'emmener sa fille chez le pédiatre, elle décide d'aller consulter le docteur Grasmuck. L'ostéopathe commence par vérifier la mobilité des cervicales et des épaules. Cette partie du corps comporte d'importants vaisseaux sanguins qui irriguent différents organes et tissus, par exemple les poumons. Si j'appuie là, ça va? Marla ne signale aucune douleur à cet endroit, mais l'un de ses poumons semble plus faible que l'autre. Or, cet organe est relié à la colonne cervicale par des ligaments. C'est peut-être la cause des douleurs dans la nuque. Jürgen Grasmuck soupçonne en outre un lien avec un événement bien plus ancien. Juste après sa naissance, Marla a séjourné en unité de soins intensifs en raison de problèmes pulmonaires. C'est le rôle de l'ostéopathe de repérer ce genre de choses et d'aider le corps à remédier lui-même aux dysfonctionnements. 3 mois plus tard, la jeune fille a retrouvé un port de tête normal et ses douleurs se sont envolées. L'ostéopathie l'a aidé. Mais le problème se serait peut-être résolu de lui-même avec le temps. Ou plus rapidement, grâce à une injection. C'est toujours plus facile de faire autrement que comme on fait en ostéopathie. C'est toujours plus simple. Il y a toujours une solution plus rapide qui marche plus vite que ce que l'on fait. Donc il faut accepter, quand on est ostéopathe, que la nature aille à son rythme. Traiter la cause du mal plutôt que de soigner les symptômes. Telle est la force de l'ostéopathie. Mais pour la sécurité des patients, il est important que la discipline gagne en transparence et se dote de normes de qualité homogènes en matière de formation. Une impulsion politique dans ce domaine semble indispensable. Faute de soutien financier pour la recherche, l'ostéopathie restera en outre la cible de critiques du monde médical. Pourtant, tous les professionnels de santé poursuivent un même objectif. Le patient dit il va mieux, la médecine dit non. C'est pas evidence-based. Ici, mais si, puisqu'il va mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ces cas-là? Finalement, j'ai presque arrêté de faire de la recherche parce que finalement, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des patients qui aillent mieux, qui viennent me voir et qui disent je vais mieux. L'ostéopathie ne peut pas tout. Mais au fond, la médecine conventionnelle ne soigne pas toutes les maladies non plus. La complémentarité des deux approches